Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs. Elles sont 6 millions à mourir en nous chaque minute, 10 milliards chaque jour. Les cellules qui composent notre corps, nos tissus et nos organes sont en perpétuel renouvellement dans une autogestion presque parfaite. Un système de mort cellulaire programmé multiple a plusieurs visages. Mais parfois, ce système bug. Des cellules se transforment en tumeurs, d'autres disparaissent, attaquées par nos propres systèmes immunitaires. Et si la recherche médicale pouvait changer tout cela ? Aujourd'hui, le Labo des Savoirs s'interroge sur ces morts cellulaires. Cette émission est en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et son cycle de conférences Sciences étonnantes. C'est une fois par mois et c'est gratuit. Et avec la Toussaint qui se rapproche, nous n'avons pas résisté à programmer non pas une, mais bien 2 émissions en lien avec la mort, en commençant aujourd'hui par celle qui se loge au cœur de nos cellules. Avec nous en plateau pour en parler, Sophie Barillet-Nillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse INSERM au Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée de Nantes-Angers, le CRCI2. Je ne me trompe pas? Non, tout à fait, c'est bien ça. Nous entendrons également Florian, bénévole au Labo des Savoirs, qui nous révélera les secrets de l'immortalité des méduses, des vampires, et se demandera si les elfes du Seigneur des Anneaux sont en réalité des requins, c'est ça? Oui, je vous révélerai tout. On saura tout. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Les tissus qui composent l'organisme sont constitués de cellules comme celle-ci. Chacune contient un noyau qui renferme notre patrimoine génétique. Il se présente sous la forme d'un long filament d'ADN, 3 lettres qui signifient acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est le matériau qui constitue le filament. Le patrimoine génétique se présente également sous forme de petits bâtonnets d'ADN qu'on appelle des chromosomes. Il y en a 23 paires, la moitié léguée par notre mère, l'autre moitié par notre père. Ce patrimoine est propre à chacun d'entre nous. C'est lui qui détermine nos caractères, la couleur de nos yeux, la nature de nos cheveux, la taille de nos lobes d'oreilles, mais pas seulement. Le patrimoine génétique contient également toutes les données nécessaires à nos cellules pour qu'elles fabriquent ce dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Ces données, ce sont des gènes. Autrement dit, des ordres, des programmes qui vont permettre à la cellule de produire une protéine, c'est-à-dire une molécule. Nous venons d'entendre un extrait de l'émission C'est pas sorcier de Jamy qui nous explique le rôle de nos cellules, de l'ADN, du fonctionnement pour fabriquer des protéines. Tout cela, c'était un petit rappel essentiel puisqu'on va passer une petite heure ensemble à l'échelle de ces cellules. Alors avant de parler de mort, Sophie Barillet-Nillon, une petite cellule, ça peut vivre combien de temps à peu près ? Alors, on commence par une question piège parce que la durée de vie d'une cellule est très, très variable en fonction de ce qu'elle fait en fait dans le corps. Donc, il y en a qui vivent quelques jours et d'autres qui vivent toute la durée de la vie humaine. Donc, voilà, ça s'échelonne de quelques heures à plusieurs 80, années. 100 ans. Voilà. Est-ce que toutes nos cellules se renouvellent du coup, donc pas à la même vitesse en fonction de leur spécificité, mais est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où en fait tout notre corps s'est renouvelé ? Alors, on dit qu'il faut attendre 7 ans pour que globalement, toutes les cellules de notre corps soient renouvelées. Sachant que c'est une valeur globale, mais qu'on n'est pas sûr, toutes les cellules du cœur ne seront pas renouvelées en 7 ans. Mais le nombre total de nos cellules demande 7 ans, 7 années pour être renouvelées dans sa totalité. Je vous laisse faire vos calculs à la maison en fonction de votre âge pour savoir combien de fois vous avez changé de cellules à l'échelle globale. Dans les années 70, des scientifiques ont observé des cellules qui meurent toutes seules dans un petit tissu qui est pourtant parfaitement sain. Donc une sorte de suicide cellulaire silencieux, spontané. Ce type de mort s'appelle l'apoptose. Comment ça fonctionne, l'apoptose ? Alors l'apoptose, c'est vrai que ça a été la première description en fait de la mort cellulaire qui n'était pas déclenchée par un traumatisme extérieur, mais qui semblait spontanée effectivement au sein d'un tissu qui paraissait tout à fait normal et qui était fonctionnel.
Donc, ce terme a été choisi par les histopathologistes qui l'ont identifié dans les années 70 et qui ont appelé ça apoptose en référence à la chute des feuilles et la chute des pétales, avec un petit peu de poésie, notamment parce qu'il y avait une condensation du noyau qui se formait et un aspect plus réfringent au microscope et qui donnait comme ça une impression de feuilles mortes qui étaient déposées sur le tissu. Ça veut dire quoi, réfringent? Alors, réfringent, ça veut dire que c'était plus foncé quand ils regardaient ça au microscope. Ça prenait la lumière de manière différente, en fait. Ah, donc on peut les spotter, on va dire, facilement sur une coupe de microscope, les cellules qui sont en train de mourir? On peut les voir parce qu'elles ont une structure différente et donc une prise à la lumière du microscope qui est différente et qui apparaît anormale par rapport à des cellules voisines qui sont tout à fait saines. Alors l'apoptose, est-ce que c'est une cellule qui s'auto-mange ou qui se fait manger par d'autres cellules? Comment ça se passe? Alors, ça peut être les deux, en fait. Une cellule qui meurt quand même par apoptose, c'est une cellule qui va se faire manger par une autre. C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans un état de décomposition, mais contrôlé. Et les cellules macrophagiques, c'est-à-dire des cellules qui surveillent un peu les tissus, vont reconnaître ces cellules qui sont en train de développer un programme de mort cellulaire, parce qu'elles vont exprimer quelque chose à leur surface, un signal qui va attirer ces cellules éboueuses, on pourrait dire, et ces cellules qui jouent le rôle de ramassage des déchets vont arriver sur le site et englober ce qu'on appelle phagocyter ces cellules qui sont en train de mourir par apoptose. Donc si je suis une cellule et que j'ai une très bonne raison de mourir, je vais mettre des petits drapeaux à ma surface pour dire « je rentre en apoptose, venez me manger ». Et là, les macrophages vont venir vers moi et me manger doucement. Tout à fait, oui. Alors, qu'est-ce qui me donnerait envie de mettre ces petits drapeaux pour qu'on me mange? Pourquoi est-ce que moi, je me dis, là, en tant que cellule, il est temps de mourir? Alors, il y a pas mal de causes qui l'indiquent, notamment des causes qui peuvent être complètement internes à la cellule ou bien tissulaires. La cellule peut détecter des défauts de fonctionnement interne parce qu'il y a trop d'oxydation, pas assez de nutriments, auquel cas la cellule va pouvoir déclencher un processus de mort cellulaire parce qu'elle n'est pas en état de fonctionner de manière adaptée, en fait. Donc ça, c'est un premier processus. Ça peut être aussi un dysfonctionnement du tissu. Alors pareil, manque de nutriments, manque d'oxygène ou bien anomalie dans la constitution du tissu. Et ça peut être une alerte pour les cellules, notamment épithéliales, qui peuvent, si elles n'ont plus des jonctions entre elles assez fortes, c'est un signal de danger et qui peut déclencher des mécanismes de mort cellulaire. Les cellules épithéliales, c'est les cellules de la peau d'un tissu? De la peau, de différentes glandes exocrines, la glande mammaire, du tissu pulmonaire également. Enfin, c'est vraiment dans tout ce qui est revêtement de notre organisme, que ce soit en interne ou en externe. Ça veut dire que le signal de mort cellulaire programmé peut donc venir de l'extérieur, comme de l'intérieur de la cellule? Oui. Alors, il faut effectivement un signal de mort qui peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur, mais c'est surtout, c'est pas des signaux de mort liés à un choc traumatique important. C'est vraiment des signaux plus fins qui sont plutôt dans la programmation du fonctionnement tissulaire. Est-ce que ça veut dire que du coup, ce type de mort, l'apoptose dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une mort un peu discrète? Alors oui, l'apoptose, par rapport aux autres morts cellulaires qui ont été décrites plus tardivement, c'est ce qu'on appelle une mort silencieuse. Et elle est silencieuse parce que justement, elle est prise en charge, les débris cellulaires sont pris en charge par les macrophages. Et ces cellules éboueuses dont je parlais tout à l'heure vont recycler ces débris cellulaires pour les redistribuer au niveau de l'organisme après. Mais en tout cas, ils empêchent l'apparition d'une réaction d'inflammation. Parce qu'une cellule qui meurt par d'autres moyens peut lâcher des signaux d'alerte qui vont déclencher une réaction inflammatoire. L'apoptose, ce système de mort et de prise en charge directe par les macrophages empêche la réaction inflammatoire. Donc c'est ce qu'on appelle effectivement une mort silencieuse. Donc vous venez d'en parler, il y a d'autres systèmes de mort. Donc une cellule peut mourir de différentes façons. Alors est-ce qu'il y a des systèmes beaucoup moins discrets que l'apoptose, où là c'est plus traumatique, où il y a des inflammations? Oui.
Oui, et je dirais que l'apoptose est presque une exception en termes de mort cellulaire silencieuse. Et les autres types de morts cellulaires qui sont déclenchés, alors liés à des traumatismes, liés à des mécanismes très spécifiques d'oxydation des tissus, par exemple, eh bien, sont des morts qui sont plutôt très tapageuses. C'est-à-dire qu'elles vont, au cours de leur déroulement, déclencher... où il va y avoir production de signaux d'alerte qui vont être captés par les cellules de l'environnement. Les cellules voisines qui sont autour ? Les cellules voisines, exactement, qui vont du coup répondre à ces signaux d'alerte en déclenchant le plus souvent une réaction inflammatoire. Donc on a une mort qui peut être, dans ce cas-là, très inflammatoire. Et ça peut être aussi utile, notamment on le verra, je crois, après dans le cancer, de déclencher plutôt une mort inflammatoire plutôt qu'une mort silencieuse, parce qu'en déclenchant une mort inflammatoire, on se donne l'occasion d'activer le système immunitaire et peut-être de protéger l'organisme de la tumeur. Donc une mort inflammatoire, si je comprends bien, c'est non seulement dire qu'on va mourir, mais le crier sur tous les toits pour que tout le monde soit au courant, que tout le monde se ramène dans le tissu et que donc il y ait la police, on va dire, du corps humain, donc le système immunitaire qui soit présent sur place. Et là, l'inflammation, c'est vraiment de la chaleur, de la rougeur. Enfin, c'est comme quand on se coupe sur la peau, par exemple. Ça fait tout un bazar. Exactement. Oui. Ça fait beaucoup de bruit. Ça mobilise tout le monde sur le site. Et voilà, c'est pour déclencher une réaction du tissu, en fait. Alors, quand c'est une coupure, par exemple, eh bien, c'est nécessaire de déclencher la cicatrisation. Donc, ça peut être plutôt positif de déclencher une mort cellulaire non silencieuse. Mais dans certains cas, ça peut devenir problématique et être à l'origine de maladies chroniques ou aiguës. C'est quoi les différents noms de ces morts qui sont du coup pas du tout silencieuses ? Moi, je suis tombée sur des choses, on dirait des noms de Pokémon, mais après, j'y connais pas grand-chose. Je suis tombée sur, par exemple, la pyroptosis. Oui, pyroptose. La nécroptose. Nécroptose, oui. C'est quoi les différences ? Alors, sur le plan moléculaire, on est capable de voir les différences. Alors, il y a déjà des différences morphologiques. Si on regarde au microscope une cellule qui meurt par apoptose ou par pyroptose ou bien par enthose, enfin, il y a différents mécanismes de mort. On peut voir morphologiquement des différences. Soit on va voir d'abord une fragmentation du noyau à l'intérieur de la cellule avant que la cellule soit perméable, soit au contraire, on va avoir un éclatement de la membrane de la cellule et une libération de tout ce qu'elle contient. Ce qui génère beaucoup de signaux d'alerte quand c'est le cas. On peut avoir aussi des sécrétions spécifiques de messagers de cellule à cellule qui vont être présents dans certains types de morts cellulaires, comme c'est le cas de la pyroptose, ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires, donc des messagers qui vont plutôt déclencher des réponses d'inflammation, alors que dans l'apoptose, on n'a pas de production de cette sorte, donc peu de messagers qui sont libérés, parce que la membrane n'est pas altérée, il n'y a pas de sécrétion, il y a juste une inversion de la membrane qui fait que c'est les petits drapeaux dont on parlait tout à l'heure, où les macrophages vont arriver et vont englober cette cellule qui est en cours de désintégration, mais qui n'aura libéré aucun messager d'alerte dans l'environnement, donc dans les cellules voisines. Donc ça peut être depuis le noyau qui se découpe, depuis la membrane qui s'ouvre et qui déverse le contenu, depuis avec des signaux ou sans signaux. Il y a plein de types de formes. Est-ce qu'on connaît tous les types de morts cellulaires ou est-ce qu'on en découvre encore ? Alors, on en découvre encore. On connaît tous les grands moyens de suicide maintenant de la cellule. Par contre, il existe quand même sont encore décrits des mécanismes qui sont très, très spécifiques. Alors, spécifiques de tissu, qu'on ne verra que dans une sorte de tissu, ou bien spécifiques d'une erreur métabolique dans la cellule. Récemment, par exemple, a été décrit la ferroptose qui est liée à une oxydation des lipides qui sont présents dans les membranes des cellules. Donc ça, c'est très, très spécifique. On pensait avant que c'était peut-être une forme de pyroptose et maintenant, on sait que c'est déclenché uniquement par des problèmes d'oxydation et que la cible, c'est la membrane et donc les lipides de la membrane. Donc, on appelle ça ferroptose parce qu'on a bien identifié la cause, bien identifié les cibles moléculaires et donc ça en fait une mort cellulaire très particulière qu'on va pouvoir cibler de manière très particulière.
Vous avez dit aussi qu'il y a des morts cellulaires spécifiques à certains tissus. Est-ce que vous avez des exemples de morts cellulaires qui n'arrivent que, je sais pas, dans nos yeux, dans nos cheveux, dans notre cœur? Oui, alors je pourrais citer l'antose. C'est plutôt une mort cellulaire qui peut survenir au niveau des épithélias, donc des tissus qui sont très organisés en couches. Et à la surface de ces couches, on a des cellules épithéliales qui sont un peu cubiques et qui sont alignées avec des jonctions entre elles très fortes. Et si ces jonctions sont plus lâches, pour des raisons X, des raisons mécaniques ou des raisons physique, eh bien, on peut avoir une cellule qui va se mettre à manger sa cellule voisine parce qu'elles ne sont plus attachées de manière assez solide. Donc l'idée, c'est de maintenir cet épithélium très, très imperméable, de maintenir une couche, et si une cellule commence à se détacher, l'autre va venir l'englober et essayer de resserrer les choses. Donc en fait, c'est plutôt positif, c'est pour garder une tension dans le tissu. Oui. Donc la mort cellulaire n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On continue d'explorer ce thème juste après Castle in the Sky de Gentleman Dub Club et on revient. Le son des sciences au Labo des Savoirs. C'était Castle in the Sky de Gentleman Dub Club et nous sommes de retour en plateau avec Sophie Barillet-Nillon, chercheuse INSERM au Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée de Nantes-Angers, et Florian, chroniqueur au Labo des Savoirs. Alors la mort de nos cellules est un phénomène biologique, programmé, inévitable, on l'a vu en première partie. Cela nous définit donc comme étant des êtres mortels. Toi Florian, tu t'es posé la question de l'immortalité biologique et tu comptes nous démontrer que Dracula est une méduse et que Galadriel est un requin, tout un programme. Oui Sophie, nous allons voyager entre science, fiction et philosophie avec comme cap cette question « Pourquoi ne sommes-nous pas immortels ?» Une première définition, quand on parle ici d'immortalité, on se réfère à une longévité extrême, quasi infinie, et non pas à l'invincibilité. Immortel dans le sens qu'il ne peut pas mourir de vieillissement, mais qui reste sensible aux causes externes comme les maladies, les agressions physiques ou encore l'ingestion de javel. Pourquoi meurt-on ? Eh bien, parce que ce qui nous compose, nos cellules, meurt. On perd à peu près 10 milliards de cellules par jour, il faut donc les remplacer, et pour cela, nos cellules se divisent, se dupliquent. Laissez-moi maintenant vous parler de 3 reliques de la mort, autrement dit 3 moyens théoriques d'échapper à cette tragédie qui semble inéluctable. Première relique de la mort, la télomérase. Pour rappel, les télomères sont des morceaux d'ADN situés aux extrémités qui sont rabotés à chaque fois que la cellule se divise, si bien qu'au bout d'un certain nombre de divisions, le télomère devient trop court et déclenche un signal de mort cellulaire. La longueur des télomères limite donc notre existence tel un compte à rebours. Question, peut-on rallonger les télomères ? Réponse, oui. La télomérase est une enzyme qui crée du télomère. À chaque division, vos télomères rabotés pourraient instantanément être rallongés par cette enzyme. Et où trouve-t-on cette fameuse télomérase ? Entre autres dans les cellules souches. Jeune embryon, vous étiez constitué exclusivement de cellules souches qui avaient le pouvoir de se diviser à l'infini. Vous avez eu, un court instant, le potentiel d'être immortel. Mais au fur et à mesure que vos cellules se sont spécialisées dans une fonction, cellules du cœur, du poumon, du cerveau, etc., elles ont perdu ce pouvoir et sont devenues des cellules mortelles. La télomérase a disparu et avec votre immortalité. Celle qui a le mieux utilisé cette relique de la mort, la télomérase, c'est une méduse nommée Turritopsis d'Ornii. Au bout d'un certain âge, ou lorsque son intégrité physique est menacée, elle est capable de rajeunir. Les cellules qui composent son corps reviennent à l'état juvénile, non spécialisé, et retrouvent donc une forte activité des télomérases. Ce phénomène est théoriquement inépuisable, faisant de cet animal une espèce biologiquement immortelle. La première relique de la mort est tombée entre les tentacules d'une méduse. Dommage pour nous, à moins que vous ne deveniez un vampire. Je vous explique. Si on prend l'exemple de Dracula, on peut facilement comprendre le secret de son éternelle jeunesse. Il séduit d'abord ses victimes par l'hypnose, sécrète des phéromones qui ont comme effet de faire sortir des cellules souches de la moelle osseuse de ses futures victimes. Nous en avons en effet un petit stock dans la moelle quand on est jeune. Ces cellules souches se retrouvent dans le sang
et il ne lui reste plus qu'à boire ce sang riche en cellules souches et se servir de leur télomérase pour rajeunir son organisme. Dracula est de toute évidence inspiré des méduses. Cette démonstration est absolument implacable. Va falloir renommer du coup Buffy contre les méduses, ce serait pas mal. Qu'en est-il de la deuxième relique de la mort? Parce que tu nous en as vendu 3 quand même. La deuxième relique de la mort, j'ai nommé un correcteur automatique de l'ADN. Dans notre corps, le renouvellement permanent des cellules génère des erreurs dans la recopie de l'ADN, qui au bout d'un moment alertent la faucheuse et déclenchent la mort cellulaire. L'idéal serait un mécanisme de correction automatique de l'ADN qui corrigerait chaque erreur au fur et à mesure et ainsi empêcherait la mort des cellules avec un ADN trop abîmé. Cette relique de la mort est détenue par un requin. Le requin est caractérisé par une longévité assez remarquable, puisqu'allant jusqu'à 80 ans pour la majorité d'entre eux, mais le record est détenu par le requin du Groenland, qui pousse jusqu'à 400 ans, paraît-il. Les scientifiques ont découvert que le génome du requin contient beaucoup de gènes de réparation de l'ADN. Lorsque ces cellules se divisent, les erreurs de recopie de l'ADN sont beaucoup plus efficacement corrigées, ce qui expliquerait sa longévité, ses capacités de régénération tissulaire hors du commun et le plus faible risque de cancer lié à l'accumulation d'erreurs dans l'ADN. Donc ce mécanisme de longévité existe dans la nature, alors pourquoi les requins et pas nous? C'est injuste. Oui, tu as raison, mais il faut comparer ce qui est comparable. Homo sapiens apparaît il y a à peu près 300 000 ans, alors que si on prend l'espèce du grand requin blanc, on est sur du 16 millions d'années d'existence. Ah oui. On peut dire que le requin a un peu d'avance sur nous, et il a eu quelques millions d'années en plus pour tromper la mort et la vieillesse. Et vous savez qui d'autre est arrivé bien avant les requins? Vieillit très lentement, se régénère rapidement et ne fait quasiment jamais de cancer? Oui, effectivement, c'est Galadriel. Les elfes de Tolkien sont la première espèce à apparaître dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Et ils ont donc bien eu le temps de peaufiner leur mécanisme de réparation d'ADN. Oui, voilà, cette chronique dévoile la vérité, Galadriel est un requin. Voilà qui offre une relecture assez intrigante des classiques de fantasy. Et la troisième relique de la mort alors? Eh bien, la troisième relique de la mort, c'est l'acceptation. C'est la relique un peu plus philo de cette chronique, car elle n'a pas pour but d'éviter la mort, mais d'éviter sa tragédie, c'est-à-dire le sentiment négatif qu'on lui associe généralement. L'immortalité est souvent fantasmée comme un rêve, une utopie, tant sociale que médicale. À la question « Pourquoi ne sommes-nous pas immortels ?», je prendrai l'exemple encore de l'univers de Tolkien pour vous parler de l'île de Núménor. Cette île fictive a été créée par les dieux, pour les humains, qui sont donc mortels, en cadeau, avec en bonus une prolongation de leur existence allant jusqu'à plusieurs centaines d'années, ce qui est exceptionnel pour les humains, même dans l'univers de Tolkien. Malheureusement, avides, les humains convoitèrent davantage. Ils étaient jaloux des elfes qu'ils voyaient comme immortels, que sont finalement quelques centaines d'années en plus face à l'éternité, me direz-vous? Alors ils exigèrent tout simplement l'immortalité. Non seulement les dieux refusèrent, mais ils punirent les humains en déchaînant les océans qui submergèrent toute l'île de Núménor. Tolkien nous livre ici une leçon d'humilité. Alors finalement, sommes-nous tous des humains de Núménor, dont l'orgueil et l'hubris conduiront à notre perte? Pour finir, je repose la question, pourquoi ne sommes-nous pas immortels, et la transforme en serait-il finalement souhaitable d'être immortel? Ne l'oublions pas, l'éternité, c'est long. Il faut se demander quel est le sens de la vie si elle n'a pas de fin. Merci Florian pour cette conclusion très philo. Toutes les sources que tu as utilisées pour écrire ta chronique sont bien sûr à retrouver sur le labodesavoirs.fr. Sophie Barillet-Nillon, on se retourne à nouveau dans l'interview. Est-ce que déjà cette superbe chronique vous donne de l'inspiration? Est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle d'être immortel? Alors, je suis sûre que certains aimeraient être immortels, certains essaient d'être immortels. Biologiquement, moi, je vois pas trop le sens de l'immortalité. C'est vrai que tout tissu tous les tissus ont une durée de vie, une usure, on pourrait dire. Et j'ai du mal à percevoir des cellules immortelles, mais c'est vrai qu'au laboratoire, on utilise beaucoup de lignées cellulaires humaines qu'on a rendu immortel, mais de là à faire un organe ou un organisme, enfin une organisation tissulaire, en tout cas, enfin, ça commence à venir un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire pour que ce soit des organes complets, voire des organismes, et encore moins des organismes pensants, je pense. Voilà. Mais c'est le rêve de beaucoup. Oui, je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar, en fait. C'est vrai que... D'ailleurs, dans la conférence que vous avez donnée au Muséum de Nantes, vous avez dit cette phrase « La mort cellulaire sculpte le vivant ». Oui. Ça semble presque paradoxal. Ça veut dire quoi?
Oui, alors c'est une phrase que je n'ai pas inventée, qui a été dite par Jean-Claude Amessen, qui est un immunologiste, écrivain très connu, qui a fait beaucoup d'émissions radiologiques et de livres. Et on peut l'illustrer en fait par le développement embryonnaire. On s'aperçoit que si on bloque la mort cellulaire, que ce soit dans le ver, la mouche ou la souris, eh bien on génère des anomalies structurelles, morphologiques, c'est-à-dire que les êtres vivants dont les cellules ne peuvent pas mourir, finalement, ne sont pas pleinement efficaces. Donc, ça peut être mortel, un défaut de mort pour l'organisme, notamment pour les larves de vers, mais ça peut aussi être des anomalies de membres, des mains palmées qui existent parce que les cellules qui sont entre les doigts ne rentrent pas en apoptose ou en mort cellulaire et du coup persistent. Et on a des membres qui n'arrivent pas à maturation. Et donc, voilà. Donc, il faut de la mort cellulaire pour sculpter le vivant. C'est-à-dire qu'il y a une partie des cellules qui disparaissent pour générer un membre ou un organe qui est fonctionnel. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est peut-être un peu trop classique, mais est-ce que le tétard qui se transforme en grenouille, c'est aussi un exemple où la mort cellulaire permet d'enlever des parties du corps qui ensuite permettent à l'animal de muter et d'arriver à sa forme adulte? Oui, tout à fait. Oui. Passer de la vie aquatique à une vie amphibie, voilà, c'est l'exemple du tétard et de la grenouille, tout à fait. Donc, effectivement, là, la mort cellulaire, pour que la queue du tétard disparaisse, elle est utile tant qu'il est aquatique, mais elle n'est plus utile après. Eh bien, cette disparition contribue à générer un nouvel organisme avec de nouvelles fonctions plus adaptées à son milieu dans lequel il vit. Alors nous ne sommes pas des têtards, nous sommes des êtres humains et parfois nos morts cellulaires dysfonctionnent. C'est le cas par exemple dans le cas du cancer où là les cellules mutent, se multiplient, forment des tumeurs et ces tumeurs, elles ne meurent pas. Pourquoi est-ce que la tumeur, en se multipliant, les cellules ne rentrent pas en apoptose pour éviter tout simplement la création du cancer? Alors, c'est tout le travail de la recherche actuellement sur le cancer, d'essayer de comprendre pourquoi des cellules qui se mettent à proliférer de manière anormale, et ça, on comprend à peu près pourquoi elles prolifèrent de manière anormale, mais pourquoi elles ne rentrent plus en mort cellulaire, pourquoi elles ne subissent plus les programmes de freins qui existent normalement. Eh bien, il a fallu en fait une quarantaine d'années, maintenant on est à peu près une quarantaine d'années pour définir toutes les voies de signalisation qui normalement se propagent à l'intérieur d'une cellule pour déclencher le suicide, qui ne sont plus efficaces dans les cellules cancéreuses. Et eh bien, ça peut être des mutations, donc des protéines qui vont être anormales, et qui sont normalement nécessaires à la mort cellulaire, qui ne vont plus jouer leur rôle. Et donc, on va avoir un blocage des suicides cellulaires et du coup, la cellule va rester en survie parce qu'elle n'est plus capable de décider de rentrer en mort cellulaire. Donc, c'est un suicide empêché, on va dire, et ces cellules deviennent immortelles ou elles peuvent être tuées simplement pas d'elles-mêmes? Alors, dans certains cas, elles conservent la possibilité d'être tuées par d'autres cellules ou d'être tuées par des médicaments qu'on leur apporterait. Mais elles sont globalement beaucoup plus résistantes quand même à la mort cellulaire. Donc ça va être plus difficile de les éliminer. Or, dans le cancer, ce qu'on veut, c'est éliminer ces cellules qui prolifèrent de manière anormale, qui s'accumulent et qui forment des tumeurs. Et quand la tumeur se forme dans un organe qui est vital, eh bien, la vie est en danger. Donc il faut absolument que ces cellules cancéreuses retrouvent la possibilité de déclencher de la mort cellulaire. Donc, on les aide par des médicaments. Oui. Et c'est un des thèmes qu'on va aborder dans la troisième partie de cette émission, comment aider les cellules à retrouver leur système de mort cellulaire qu'elles ont perdu. On parle aussi, quand on parle de cancer, de métastases, qui sont donc des cellules cancéreuses qui s'échappent de leur tissu pour circuler dans le sang et pour aussi propager, on va dire, cette mutation. Est-ce que ces métastases ont aussi une particularité par rapport à la mort cellulaire? Est-ce que ça fonctionne aussi, ça a arrêté de fonctionner chez elles? Oui, exactement. Quand une cellule cancéreuse s'échappe de sa tumeur initiale,
Elle le fait parce qu'elle acquiert de nouvelles propriétés, notamment de mobilité, mais aussi de résistance à la mort cellulaire. Normalement, une cellule qui n'est pas une cellule sanguine qui se promène dans le sang, elle est attaquée par les cellules sanguines pour être éliminée. Eh bien, les cellules métastatiques, donc des cellules cancéreuses qui commencent à migrer, elles vont être résistantes à la mort cellulaire normalement induite par les cellules sanguines qui surveillent un peu la circulation sanguine. Et en plus, elles vont pouvoir donc circuler par les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques. Il y a 2 systèmes de circulation dans l'organisme et aller s'implanter dans de nouveaux tissus. C'est ce qu'on appelle effectivement la métastase. Et pour réussir à s'installer dans un environnement qui est a priori hostile, un organe n'attend pas de recevoir des cellules anormales en son sein. Eh bien, ces cellules, elles ont une telle capacité de résister à la mort cellulaire que même s'il y a des signaux de mort qui leur sont envoyés, elles ne vont pas y répondre. Mais au contraire, elles vont s'installer, elles vont même éduquer le nouvel environnement dans lequel elles se trouvent pour assurer leur prolifération et leur survie et leur développement. Et c'est comme ça que naît une métastase. Donc elles peuvent contaminer, on va dire, leur nouvel environnement, le nouvel organe dans lequel elles s'installent, avec leur défaut de mort cellulaire ? Tout à fait. Le défaut de mort cellulaire contribue fortement au potentiel métastatique d'une tumeur. D'où l'importance d'avoir un système de mort cellulaire programmé qui fonctionne. Est-ce que parfois ce système fonctionne trop bien et à l'inverse, ça cause d'autres types de maladies où là, des cellules peut-être saines rentrent en mort cellulaire alors qu'elles ne devraient pas ? Oui, alors comme tout système biologique, en fait, est un système d'équilibre. Et pour qu'on soit en bonne santé, il faut que cet équilibre soit maintenu. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Et dès qu'on a un défaut ou un excès dans l'effet biologique qu'on étudie, on va avoir un risque de pathologie. Alors, un défaut de mort cellulaire, par exemple, ça peut être le cancer. Mais un excès de mort cellulaire, on le voit notamment dans des maladies neurodégénératives, maladies d'Alzheimer ou maladies de Parkinson, où là, effectivement, les cellules neuronales vont déclencher de manière excessive leur processus de mort cellulaire. Et donc, on va avoir une dégénérescence du tissu avec les atteintes, bien sûr, cérébrales qui sont associées, les symptômes qu'on connaît tous de ces maladies. On parle aussi souvent là de notre système immunitaire, les fameux policiers qui viennent soit manger les cellules qui ont mis leur petit drapeau pour être en apoptose, soit essayer de lutter contre une inflammation. Est-ce que parfois le système immunitaire veut tuer des cellules qui n'ont rien demandé et est lui aussi un peu trop vivace, on va dire ? Oui. Oui, exactement. Le système immunitaire n'échappe pas au dysfonctionnement de la mort cellulaire et parfois, au cours de sa sélection, parce qu'au cours de l'évolution du système immunitaire, il y a des sélections qui sont importantes. Eh bien, si ces sélections ne s'opèrent pas de manière adéquate, eh bien, on peut avoir des cellules de l'organisme qui vont être attaquées par les cellules immunitaires de ce propre organisme. Et cette attaque va engendrer des symptômes qui peuvent être importants selon les organes. Ce sont par exemple les maladies auto-immunes que l'on peut rencontrer, telles que le lupus ou autres. Et j'ai une question, j'ai lu un article où il montrait un scanner cérébral d'une personne très âgée et d'une personne très jeune. On voit que la taille du cerveau diminue. Quel est le lien entre la mort cellulaire et le vieillissement ? Les cellules meurent plus vite quand on se rapproche de la fin de la vie. On décrit la mort cellulaire comme un mécanisme... Voilà, maintenant la cellule rentre en apoptose. Mais est-ce que plus on vieillit, plus nos cellules vont de plus en plus rentrer en apoptose ? Elles accumulent des anomalies. Elles sont plus la vie est longue, finalement, plus l'occasion d'accumuler des anomalies au niveau de la cellule est importante. Au niveau de l'ADN, puisqu'on est soumis à des radiations, à différentes choses, donc il va y avoir des erreurs dans le code génétique, mais il va y avoir aussi une accumulation de protéines oxydées qui vont être plus propice à déclencher de la mort cellulaire. Donc, effectivement, on peut penser quand même qu'une cellule a une durée de vie limitée, un tissu aussi. Et donc, on va avoir effectivement des processus de vieillissement qui vont ressembler à des processus de mort cellulaire anormale. Donc, plus le corps vieillit, plus les anomalies s'accumulent, plus il y a de raisons pour une cellule de se dire « là, mon heure est venue ». Tout à fait. Ça répond à ta question, Florian. Exactement. On continue cette discussion juste après Witchcraft de Deva pour essayer de parler un petit peu thérapie dans tout ça et recherche.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Witchcraft de Deva et nous sommes de retour en plateau avec Sophie Barillet-Nillon, chercheuse INSERM au Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée de Nantes-Angers, CRCI2NA. Maintenant que je sais le dire, je vais le dire tout le temps. Au quotidien, justement, vous faites de la recherche, vous êtes chercheuse. Comment ça fonctionne? Parce que ça fait 25 ans que vous êtes dans ce secteur d'activité. Comment on fait pour voir les cellules mourir? Est-ce qu'on a les yeux que le microscope? Comment ça marche? Alors oui, il faut des microscopes pour voir les cellules. Effectivement, en 25 ans, j'ai eu l'occasion de voir la progression dans la qualité et la profondeur des images qu'on pouvait générer à partir de nos expériences. Alors, on travaille sur des lignées cellulaires très souvent, lignées cellulaires humaines issues de tumeurs qui ont déjà un potentiel d'immortalité et qu'on maintient en culture cellulaire et qu'on peut modifier génétiquement et qu'on étudie sous nos microscopes. Alors, de manière, ce qui est intéressant de plus en plus, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire les choses en cinétique, c'est-à-dire ne pas d'avoir une image fixe, mais plutôt un film pour voir comment se déroule la mort cellulaire. Ça peut être sur quelques heures ou sur plusieurs jours. Donc, on utilise pas mal de marquages en fluorescence pour rendre les choses un peu plus jolies et surtout pour faire des analyses encore plus fines au niveau de subcellulaire et protéiques, donc vraiment cibler au niveau moléculaire les choses. Donc, on filme les cellules qu'on voit mourir, en fait. Oui, c'est ça, vous êtes aux premières loges, en plus avec des couleurs fluo pour bien voir qui fait quoi. Voilà. Et c'est même pas l'échelle de la cellule, c'est encore plus serré que ça, puisque c'est les molécules, les protéines, les interactions qui bug ou non. Vous êtes témoin de tout ça. Oui, tout à fait, on peut le regarder. C'est vraiment le caractère, je dirais, fascinant de la recherche aussi. C'est de voir les choses. Parce qu'on a de plus en plus de technologies où on décrit, on séquence du génome. C'est des choses qu'on ne voit pas finalement. C'est de l'analyse bioinformatique derrière. Donc c'est important, bien sûr. Mais là, de filmer des cellules, de les voir et de les voir vraiment avec une très grande netteté au niveau subcellulaire, vraiment très précisément au niveau des organelles à l'intérieur des cellules, c'est quelque chose qui est assez fascinant et qui donne envie vraiment de continuer à développer ces technologies pour voir de plus en plus loin, de mieux en mieux. Du coup, vous faites des expériences sur des lignées de cellules cancéreuses qui, on l'a vu tout à l'heure, a priori ont perdu leur système de mort cellulaire programmé. Ça marche plus bien. Vous, le but, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'elles le retrouvent, qu'elles arrivent elles-mêmes à rentrer en mort cellulaire? Oui, tout à fait. Parce que on sait que pour arrêter une cellule cancéreuse, il faut la bloquer dans sa prolifération et il faut absolument qu'elle soit éliminée, donc qu'elle meure d'une manière ou d'une autre. Donc on sait qu'elle a des défauts de programme de suicide. Donc on essaie, l'idée c'est de rétablir ces voies de mort cellulaire, de les rendre à nouveau efficaces pour qu'elles puissent être éliminées de manière encore plus efficace. Le suicide, c'est l'apoptose, c'est bien ça? L'apoptose est une forme de suicide. Tous les types de morts cellulaires dont on a parlé, pyroptose, nécroptose, sont des formes de suicide aussi. Suicide par rapport, c'est-à-dire que il y a comme une décision de la cellule d'activer ces voies de mort cellulaire. C'est pas passif, c'est pas juste ça éclate parce qu'il y a un problème osmotique ou physique, mais c'est vraiment moléculairement. On peut suivre les voies de signalisation intracellulaire qui font que la mort se déclenche. Oui, il y a vraiment tout c'est un programme, en fait. Ouais, c'est une mort programmée. Une chaîne de réaction qui se fait, Exactement. Qui est décidée à l'origine par la cellule, qui là, du coup, ne veut plus le faire parce qu'elle est cancéreuse, donc ce n'est pas dans son intérêt. Alors, comment vous faites? Est-ce qu'il y a, au niveau des gènes ou des protéines, quelque chose à réactiver? J'imagine qu'on ne peut pas juste lui demander gentiment de le refaire. Non, on est obligé d'intervenir par... En fait, l'idée des programmes de recherche dans ce domaine-là, c'est d'identifier des protéines, des cibles à l'intérieur de la cellule qui permettraient de réactiver ces voies. Donc, à différents niveaux, ça peut être au niveau du gène. Oui, on utilise des modulateurs de l'épigénétique, par exemple, ou bien au niveau des protéines qui sont responsables du déclenchement de la mort cellulaire. Ou bien, c'est aussi lever les freins, parce que la cellule a des freins à la mort cellulaire aussi. Une cellule normale doit pouvoir entrer en mort cellulaire, mais pas trop. Donc, c'est contrôlé par des freins.
Et quelquefois, ces freins sont trop élevés dans les cellules tumorales et des freins trop forts à la mort cellulaire vont empêcher la mort cellulaire de se déclencher. Donc l'idée, c'est de lever ce frein. C'est le cas de l'exemple qu'on verra, je crois, après, le Venetoclax qui cible le BCL2, qui est un frein à la mort cellulaire. Oui, j'allais vous demander justement, ce Venetoclax dont vous avez parlé dans votre conférence, c'est donc un médicament, c'est ça? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Parce qu'on parlait de frein, donc Ouais. le processus de mort cellulaire est là, c'est juste qu'il est freiné, donc il soulève les freins pour que le processus se déroule, c'est ça? oui, exactement. Donc, la mort cellulaire doit être sous contrôle. Donc, il y a des freins qui existent. La nature est très bien faite, hein. Il y a toujours des freins, des surfreins, des contrôles très, très serrés. Et dans le cas de BCL2, par exemple, c'est un frein très puissant qui empêche le déclenchement de l'apoptose. D'accord, donc l'apoptose aurait pu le faire, aurait pu se déclencher, tuant la cellule cancéreuse, mais il y a BCL2, donc une protéine, c'est ça? Oui. Qui arrive, et donc là, maintenant, il y a Venetoclax, le médicament, qui arrive sur BCL2, qui l'empêche d'agir, et donc l'apoptose a lieu. Exactement. Mais c'est fantastique. Je pense que ça demandait 30 ans de travail pour le décrire, une dizaine d'années pour designer la molécule qui sera capable de faire ça. Parce que le Venetoclax, c'est aussi un modèle de nouveaux médicaments qui empêche justement une interaction entre deux protéines dans une cellule de manière très très précise. Et dans ce cas-là, dans le cas d'une cellule cancéreuse, qui va lever ce frein en bloquant BCL2 et laissant la possibilité des voies de mort cellulaire de se réactiver. Donc, on associe souvent ces médicaments à un autre médicament qui peut être de la chimiothérapie ou autre. Et les deux ensemble vont être très efficaces pour induire de la mort cellulaire. Est-ce que c'est un médicament miracle contre le cancer ou il a pour l'instant quelques indications un peu restreintes sur certains types de cancers et pas d'autres? Alors, pour l'instant, il a l'autorisation pour une utilisation dans le traitement de différentes leucémies. Avec de plus en plus de types de leucémie qui semblent répondre à ce médicament. À partir du moment où on a une thérapie qui devient très, très ciblée, là, moléculairement, on cible BCL2, on sait aussi qu'une cellule cancéreuse est capable de s'adapter aux signaux de stress qu'on lui envoie. Donc, elle va être capable, au lieu de miser sur BCL2 pour sa survie, de miser sur une autre protéine. Donc, on sait très bien que cibler BCL2 dans une cellule tumorale, ça va marcher pendant un certain temps, peut-être 4 ans, 5 ans, on ne sait pas encore exactement la durée, et qu'il va falloir de toute façon envisager derrière, pour lutter contre les résistances qui vont apparaître de manière inexorable dans les cellules cancéreuses, tellement elles sont adaptables, qu'il va falloir envisager d'autres molécules d'utilisation derrière. Mais on est quand même actuellement en train d'élargir les indications de cette molécule, ce nouveau médicament, dans différents types de leucémies. On s'aperçoit que certaines leucémies vont être sensibles à ce médicament, au moins pour un temps donné, et que c'est déjà toujours un gain de temps pour le patient qui est atteint. Sachant qu'il y a assez peu d'effets secondaires, donc c'est un médicament qui est vraiment très intéressant. En termes de tumeurs solides, parce que c'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on raisonne en leucémie, parce que ce sont des cellules tumorales qui sont plutôt en milieu liquide. Donc c'est un cancer du sang, la leucémie, voilà, c'est ça? Exactement. Il en existe vraiment plusieurs aussi, plusieurs types qui demandent des traitements spécifiques. Et puis on a d'autre part des tumeurs solides qui sont là dans les tissus, le cancer du sein, de la prostate, tous les autres types cellulaires. Et c'est vrai que pour l'instant, les inhibiteurs de BCL2 qui sont utilisés dans le leucémie, qui donnent de bons résultats, on n'a pas une activité satisfaisante dans les cellules, dans les tumeurs solides. Alors peut-être parce que la molécule n'arrive pas jusqu'au site de la tumeur. Donc il va falloir un petit peu l'aider à aller jusque-là, donc de la vectoriser. Mais c'est aussi parce que c'est peut-être pas BCL2 qui est la protéine de survie dans ces tumeurs, mais des petits copains qui lui ressemblent. Donc là, il y a actuellement un gros travail pour générer des molécules qui pourraient cibler les autres membres de cette famille de freins à l'apoptose.
Donc il faudrait trouver l'équivalent de BCL2, le frein aussi à l'apoptose, mais pour les tumeurs solides, puisque ça c'est bon pour les leucémies, pour l'instant vous l'avez trouvé, mais donc c'est encore un travail de recherche en cours. Oui, alors sur la partie identifier ces protéines, on y est presque. Il y a eu beaucoup d'avancées. Pour citer BCL-XL ou MCL, c'est les protéines sur lesquelles on mise beaucoup. Des jolis petits noms. Mais maintenant, il faut générer les inhibiteurs qui sont capables d'aller les cibler dans les tumeurs. Donc là, il y a un travail. Il y a déjà des premières molécules qui apparaissent, mais qui ne sont pas encore qui sont plus en évaluation préclinique et pas encore dodées aux patients de manière hors essai clinique bien cadré. Les médicaments n'existent pas encore, mais la recherche est dessus. Les molécules existent, mais elles n'ont pas encore atteint le stade de médicaments. Oui, c'est un processus très long pour faire des médicaments, avec beaucoup de tests en amont, puisqu'il s'agit de ne pas faire de bêtises et de ne pas aggraver un cas qui est déjà a priori très malade. Vous l'avez dit tout à l'heure, les cellules cancéreuses s'adaptent. Donc un traitement avec le vénétoclax dont on a parlé pour la leucémie, ou avec une autre molécule peut-être dans les années à venir pour les tumeurs solides, ça peut marcher 3-4 ans. Et en fait, après, il y a un changement de stratégie de la part du cancer, et donc il faut trouver autre chose. Ça veut dire qu'on va jamais pouvoir guérir du cancer ? Peut-être. Peut-être que c'est plutôt que de viser la guérison. Alors bien sûr, la guérison, il y a des possibilités de guérison de cancer, il n'y a pas de problème, mais dans certains cas, c'est peut-être pas la guérison qu'il faut viser, mais peut-être une chronicité de la maladie, c'est-à-dire que une maladie qui peut-être restera chronique et qui récidivera dans des intervalles de temps qu'on ne peut même pas prédire pour l'instant. Mais à partir du moment où il y aura une thérapie qui sera efficace et pas trop toxique, mais on peut imaginer qu'il y aura des épisodes de récidive, de traitements efficaces, et puis à nouveau de récidive et de nouveaux traitements. Donc des traitements qui seraient en plusieurs lignes, comme ça, qui seraient donnés en fonction de l'avancement, qui est pour l'instant complètement imprévisible des tumeurs. Là, on parle notamment du cancer. J'imagine aussi que dans ces maladies, le système immunitaire est très affaibli, donc lui-même ne peut pas agir pour demander aux cellules de mourir, au-delà des cellules qui elles-mêmes refusent de le faire. Est-ce qu'il y a moyen de booster le système immunitaire, ou est-ce que c'est aussi une voie de la recherche ? Oui, tout à fait. Et là, pour le coup, dans certaines tumeurs, c'est déjà la réalité. L'immunothérapie est déjà utilisée pour réactiver les défenses immunitaires naturelles de l'organisme. Et effectivement, dans les travaux de recherche qu'on mène dans notre centre de recherche, l'idée, c'est peut-être de déclencher par la chimiothérapie une mort des cellules tumorales qui sera plutôt pyroptotique, donc non silencieuse, mais qui sera capable de booster le système immunitaire pour lui dire vas-y, il faut travailler, envoyer des signaux le stimulant pour que ce système immunitaire puisse repartir à la recherche des cellules métastatiques, notamment, et d'attaquer son rôle finalement fondamental, qui est de surveiller tout ce qui est anormal dans l'organisme. Donc ce serait la mort cellulaire qui foutrait un petit coup de boost au système immunitaire qui est un peu ramolli pour le réveiller, pour lui dire de faire son boulot de policier. Exactement. Alors moi, vous avez dit un terme, moi j'avais noté le terme mort immunogénique, mais exactement. C'est pas ça. Si, c'est celle-là, tout à fait. C'est la mort immunogénique, c'est bon, j'ai bien fait mon travail. Ça fait 25 ans que vous travaillez sur ces sujets, alors ça va être une question un peu de fin avant de conclure l'émission. Qu'est-ce que vous espérez pour les 25 ans de recherche à venir ? Alors je pense que de toute façon, tout passera quand même par une meilleure compréhension des mécanismes biologiques au niveau fondamental. Il y a actuellement beaucoup de technologies qui se développent autour de l'analyse à l'échelle de la cellule unique, en termes de génome, mais également en termes de protéines. Et donc, il y a énormément de données qui sont actuellement générées, ce qu'on appelle les big data. Ces big data sont maintenant de plus en plus partagées et on va piocher, nous, dans ces données-là. On génère ces données-là, on en génère aussi, mais on pioche dans l'ensemble, au niveau mondial, dans ces données-là, pour essayer d'avancer sur nos projets et de comprendre mieux comment se déroule la résistance, notamment à la mort cellulaire et la résistance à la chimiothérapie dans les tumeurs. Donc, il y a effectivement beaucoup de données générées, il faut beaucoup de travail bioinformatique et c'est vrai que le travail de biologie fondamentale en santé, il évolue beaucoup.
Donc, tant qu'on est sur une base de collaboration, je pense qu'il y aura plein de choses qui sortiront. On sera quand même toujours obligé de revenir vers des projets qu'on dit fonctionnels, c'est-à-dire ce qu'on peut observer dans des big data. Il faut absolument qu'on le teste. Après, dans les laboratoires, avec du matériel vivant. Qu'on revienne aux cellules et aux microscopes, exactement. au-delà des je ordinateurs. pense que c'est essentiel. Donc, beaucoup de données à partager le plus possible avec la communauté scientifique et de l'interdisciplinarité pour que tout le monde bosse ensemble pour trouver des solutions. Tout à fait. C'est bien résumé. Tout à fait. Parfaitement. Merci beaucoup, Sophie Barillet-Nillon, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à Sophie Barillet-Nillon, chercheuse à l'INSERM et au Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée de Nantes-Angers d'avoir répondu à l'invitation. Merci au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Le programme des conférences est à retrouver sur leur site internet. Et merci bien sûr à Florian Martin pour sa chronique. Une émission préparée par Sophie Potvin, réalisée par Adrien Potvin, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.